petite vidéo pour vous présenter l'histoire de l'informatique depuis la plus haute antiquité, vous allez le voir, jusqu'à nos jours avec les ordinateurs que vous connaissez et que vous utilisez quotidiennement. Alors, il faut d'abord savoir que le terme informatique a été construit en contractant deux mots qui sont information et automatique. Donc l'informatique, on va le voir effectivement, c'est le traitement automatique de l'information finalement. Donc c'est de l'information traitée automatiquement, d'où le terme informatique. On fait souvent d'ailleurs aujourd'hui le raccourci entre l'informatique et l'ordinateur, mais vous allez voir que l'informatique au sens premier remonte à bien plus longtemps, bien plus loin que l'ordinateur. Et je voudrais faire une remarque à ce propos dès maintenant. Un ordinateur n'est pas intelligent, comme on l'entend souvent dire. Il est juste rapide. Il est très très rapide. Mais c'est tout ce qu'il a. Et vous avez déjà pu le constater en programmant peut-être des petits robots, qu'un petit robot, qui est un tout petit ordinateur, finalement ne sait absolument rien faire sans votre aide. Et c'est vous qui lui donnez ce que l'on appelle l'intelligence, qui est en fait un programme qu'il va réaliser, mais que vous avez conçu pour lui. Il est juste très rapide à l'appliquer et le fait de façon automatique, c'est tout. Donc un ordinateur n'est pas intelligent. Retenez ça, il est rapide. Les premiers instruments à calculer sont apparus il y a très longtemps et on estime la date de leur première apparition, aux alentours de -500 avant Jésus-Christ. Ils sont apparus d'ailleurs simultanément en Occident, en Grèce ou chez les Romains, et puis en Chine, alors qu'il n'y avait aucun lien culturel entre ces deux régions. Donc, vous reconnaissez à droite, en bas à droite, quelque chose avec lequel vous avez beaucoup joué étant petit, c'est un boulier. Les Chinois l'utilisent depuis la nuit des temps, ou presque, pour faire du calcul, et le plus étonnant, sachez-le, c'est qu'ils l'utilisent encore de nos jours, très couramment, et que ça reste un instrument extrêmement puissant et rapide, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo qui suit. Alors, il s'agit de la vidéo d'un concours de calcul au boulier organisé en Corée, je crois, et qui voyait s'affronter différents calculateurs humains utilisant des bouliers. Donc, vous allez suivre cette vidéo, vous allez vite comprendre la puissance du système. Regardons cette vidéo. Le professeur leur lit une suite de nombres de 7 à 9 chiffres et elles utilisent leur boulier pour les additionner au fur et à mesure. Observons leur technique. Vous l'avez compris, il s'agit de faire une addition, mais avec des chiffres plus ou moins costauds quand même. Celui-ci est pas mal. Vous pourriez essayer de faire le calcul à la calculatrice en même temps, vous verriez que elle est forte. Voilà, le compte est bon. Et c'est effectivement assez incroyable. Donc le boulier continue à être utilisé aujourd'hui en Chine, sur les marchés chinois. On voit classiquement des commerçants utiliser le boulier. Dans la mesure où il ne s'agit de faire que des additions et des soustractions, l'instrument est extrêmement bien adapté. Voilà, donc par chez nous en Occident, un outil de calcul est arrivé en 1632, au XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'il ne s'est pas passé grand-chose en fait entre les deux, en Occident. Et donc c'est seulement en 1632 que William Oughtred a inventé la règle à calculer
Donc dans ça, c'est sa version initiale, hein, telle qu'il l'avait imaginée. Ça, c'est une version relativement contemporaine. On en trouve toujours des règles à calculer. Et la génération de nos parents ou de nos grands-parents l'utilisaient en classe ou pour faire leurs études. Donc il y a une règle coulissante au centre, vous voyez ici. Il y a des graduations de part et d'autre. Et puis il y a un petit élément qu'on devine ici, là c'est marqué Aristo, qui peut coulisser lui-même sur l'ensemble des deux règles. Et cet instrument permet de faire des additions, des soustractions, des multiplications, mais également calculer le cosinus, le sinus, la tangente, l'arctangente, le logarithme et tout un tas de calculs très classiques que l'on retrouve sur les règles à calculer de nos jours. Donc c'est un moyen de calcul mécanique avec des échelles multiples sur les parties coulissantes et fixes qui permettent de faire tout un tas de calculs de façon mécanique. Donc on trouve encore ce genre de règles, si vous regardez sur Internet, ça se vend toujours, même si évidemment c'est tombé un petit peu en désuétude avec les calculatrices modernes. En 1642, donc toujours au XVIIe siècle, il y a une invention déterminante qui est apparue grâce à Blaise Pascal. Donc Blaise Pascal, c'était un philosophe, mathématicien, penseur, un des génies de l'humanité, dont le nom est resté d'ailleurs aujourd'hui. Vous savez sans doute que l'unité de mesure de la pression atmosphérique, par exemple, c'est le Pascal. Hein. On utilise encore le Pascal comme unité de mesure. Il a laissé beaucoup de marques dans l'histoire des sciences et des mathématiques particulièrement. Donc c'est lui qui a créé cette première machine à calculer que voici. Là c'est la même mais qui est ouverte avec des systèmes de galets et des mécanismes d'engrenage ici qui permettaient de faire des additions et des soustractions de façon purement mécanique. Alors, le système n'est pas si complexe que ça quand on y pense bien. En fait, vous avez des petits trous crantés ici. Ça, ce sont les unités, les dizaines, les centaines, les milliers et les dizaines de milliers. Et ces petits trous crantés entraînaient leurs voisines lorsqu'elles atteignaient 10, chacune d'elles, puisqu'on travaille en base décimale, hein, nous autres. Donc celle-ci, lorsque vous la tournez et que vous faites un tour complet, elle entraîne le galet suivant. Donc elle marque une dizaine de plus au calcul. Et de la même façon, celle-ci, lorsqu'elle a fait un tour complet, elle représente les dizaines, elle entraîne la roue suivante qui marque donc une centaine de plus et ainsi de suite. Donc c'était un système purement mécanique et c'est la toute première machine à calculer au sens moderne du terme qui ait existé. Elle est visible au Musée des Sciences à Paris. Parallèlement, en Allemagne, Leibniz, c'est ce monsieur-là, qui était un grand physicien et mathématicien aussi, a inventé cette machine qui était une calculatrice qui permettait de faire des multiplications. C'était la première fois qu'on arrivait à faire des multiplications. Donc, vous voyez que c'était encore un dispositif purement mécanique avec des systèmes de pignons. Et finalement, ça rappelle un petit peu le système que l'on a aujourd'hui sur nos vélos. Donc, on a des roues dentelés comme ça qui entraînent des plus petits trous avec un facteur 10 et ce qui permet de faire des multiplications de mouvements et donc des multiplications numériques si on prévoit de mettre des graduations sur chacun de ces petits rouleaux mobiles. Voilà, donc un petit peu de la même façon que le système de plateau et de pignon sur un vélo permet de multiplier la vitesse du mouvement entre le plateau qui tourne à la vitesse des pédales et puis les pignons sur la roue qui tournent beaucoup plus vite. Donc c'était un système mécanique qui permettait de faire des multiplications. Voilà, plus tard, là on est déjà en 1820, Monsieur de Colmar a inventé un arithmomètre. Alors on l'a appelé arithmomètre parce qu'il permettait de faire toutes les opérations arithmétiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc c'était encore un système mécanique qui était assez complexe, lui, et qui permettait de faire les 4 opérations. Donc c'est un ancêtre de nos calculatrices. Plus tard, là on est déjà au 19e, voire au 20e siècle, début du 20e siècle, on a vu apparaître les premières machines à calculer mécanique qui permettaient de faire des caisses enregistreuses. Donc ça a été une application assez rapidement imaginée, de faire des caisses enregistreuses pour les commerçants. Donc c'était des machines mécaniques assez complexes et sophistiquées, mais purement mécaniques, sans aucune électricité et encore moins évidemment d'intelligence embarquée.
Voilà, ça ce sont des machines descendantes. Là, on est dans les années 60, hein, donc il faut réaliser quand même que les ordinateurs tels que vous les connaissez aujourd'hui ont vraiment vu une évolution très rapide à partir des années 60-70, mais qu'on était encore à des systèmes assez préhistoriques, je dirais, jusqu'aux années 50, avec des machines qui là étaient non seulement mécaniques, mais aussi électriques. Donc il y avait des dispositifs commandés par des moteurs électriques dedans. Mais on était toujours dans de l'électromécanique en fait, hein, donc l'association de l'électricité et de la mécanique. Mais il n'y avait toujours pas d'intelligence là-dedans. Voilà, on revient un petit peu en arrière pour parler des premières machines programmables. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui aura marqué l'histoire du calcul, puisque c'est bien gentil de faire des opérations en faisant une manipulation sur un clavier ou sur une machine, mais cette machine que vous voyez là, dont on va parler, c'était la première machine programmable, c'est-à-dire dans laquelle on pouvait rentrer un programme une fois, et puis retirer ce programme pour en mettre un autre. Alors cette machine, qui est restée très très célèbre dans l'histoire des sciences et de la mécanique, hein, de la technologie, c'est cette machine que vous voyez ici. C'était une machine à tisser, donc qui permettait de réaliser des tissus avec des motifs sur ce tissu. Donc vous voyez que ici vous avez une bande de papier qui est perforée, donc on la voit pas très bien ici, mais croyez-moi, c'est une machine, ce sont des bandes de papier perforées, et finalement les perforations permettaient de réaliser des motifs décoratifs sur les tissus. Et pour changer le motif, eh bien, il suffisait de changer cette bande de papier et d'en introduire une autre dans la machine. Donc c'était finalement, effectivement, une façon de programmer les motifs que vous alliez dessiner sur le tissu grâce à ces bandes de papier. D'ailleurs, ce système de bandes de papier, vous le retrouvez aujourd'hui encore quand vous allez dans les fêtes foraines ou autres avec les machines à musique mécaniques, les orgues mécaniques. Il y a un manipulateur qui tourne une manivelle et puis ça joue un petit air sur un orgue à air comprimé. Donc c'est exactement le même système. On changeait la bande, on change la bande de papier perforé et puis on introduit un morceau ou un autre morceau de musique. C'est le même système. Donc ça date de 1800. Donc on peut dire que ça fait à peu près 220 ans qu'existent les machines programmables, même si celle-ci est très rustique et purement mécanique une fois de plus. Voilà, donc là on est un petit peu plus tard. Babbage, qui était un ingénieur anglais, a inventé cette machine qui était programmable et qui permettait de faire les 4 opérations de façon programmable. Donc on pouvait enchaîner des opérations d'addition, de multiplication, de division, de soustraction pour faire des calculs un peu plus complexes, du genre 3 fois 2 plus 8 multiplié par 12 et divisé par 124. Voilà. Donc cette machine a été programmable à l'aide de fiches perforées. Donc là encore, vous voyez que c'était un système programmable mécaniquement par le fait qu'on pouvait modifier le calcul en rentrant une autre fiche perforée dans la machine. Et cette machine réalisait un calcul sur cette base-là. Donc elle était programmable déjà. Voilà, là on est à la fin du 19e et on est aux États-Unis. Et ce monsieur Hollerith avait inventé pour le gouvernement américain cette drôle de machine là qui était assez imposante, qui permettait de traiter, d'analyser des fiches perforées. Donc vous voyez ces fiches-là qui rappellent un peu les fiches de PMU d'aujourd'hui, hein, de Paris sur les courses, telles qu'on les connaissait encore il y a peu de temps, permettait de faire des sondages, et en l'occurrence ici de faire le recensement de la population américaine. Donc à la fin du 19e, c'était un problème ça. Les Américains étaient d'origine très variée, irlandais, anglais, hollandais, ou américains de souche, indiens, etc. Et le gouvernement américain a souhaité connaître mieux sa population et savoir quelles étaient ses origines, où il vivait, dans quelles conditions, comment étaient constituées les familles, etc. Donc il y avait des sondeurs, hein, des personnes qui se rendaient chez chacun des Américains, et puis à l'aide des renseignements qu'ils prenaient, ils perforaient ces fiches que vous voyez ici. Donc il y avait différentes rubriques, le nombre d'enfants, l'origine, le type d'habitation, etc. Et puis ces fiches-là étaient ensuite analysées par cette machine qui totalisait finalement le nombre de personnes habitant, par exemple, en famille, le nombre de personnes d'origine anglaise, etc., pour savoir un petit peu mieux comment était constituée la population. Donc c'était une machine programmable aussi qui analysait des fiches
qui était perforé par un opérateur qui faisait les sondages, et puis qui après était analysé par cette machine qui était purement mécanique, là encore, hein. C'est ce que symbolise ce petit logo. On a affaire encore à des machines mécaniques ici. Voilà, donc là on a fait un petit bond. On est passé en 1937, donc peu avant la guerre, et c'est là qu'apparaissent les premiers calculateurs, qui étaient des calculateurs électromécaniques. Donc là, toujours pas d'intelligence embarquée, pas de microprocesseur, ça n'existait évidemment pas encore, mais simplement des systèmes basés sur de la mécanique, hein, des enclenchements, des roues dentelées, des choses comme ça, et puis un petit peu d'électricité avec des relais qui commutaient. C'est pour ça qu'ici je vous montre la photo d'un petit relais électromagnétique qui permettait de mettre des circuits électriques en fonction ou hors de fonction. Voilà, donc c'est une logique très basique avec des éléments qui commutent des circuits électriques. Et donc là, on voit apparaître déjà la notion de 0 et de 1. Donc, est-ce que le circuit est fermé ou est-ce qu'il est ouvert? C'est vraiment le balbutiement de l'électronique numérique et de l'informatique d'aujourd'hui. Et c'est une machine purement électromécanique, donc qui fonctionne avec de l'électricité, des relais électriques et puis de la mécanique, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, vous voyez qu'il apparaît une marque IBM qui fera beaucoup parler d'elle par la suite. C'était les premières machines de la société américaine IBM, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui a beaucoup changé effectivement dans sa conception. Donc cette machine était capable de faire des opérations avec des chiffres binaires, c'est-à-dire exprimés sous forme de 0 et de 1. Elle était capable de faire les 4 opérations de base, addition, soustraction, multiplication, division. Et elle possédait une unité de calcul qui était capable, entre autres, vous le voyez ici, de garder en mémoire des nombres pour faire des calculs intermédiaires, des additions combinées de multiplication, etc. Donc c'était déjà un calculateur assez évolué. Pour l'époque, c'était une petite révolution. Alors, vous noterez la taille de cette machine qui est monstrueuse, qui consommait beaucoup d'énergie et qui était assez peu discrète dans un bureau. Voilà une des machines qui a suivi. Là, on est pendant la guerre, hein. Alors, vous allez voir, et on va en reparler, que en technologie, les progrès sont hélas très souvent effectués lors des crises internationales et des guerres particulièrement. C'est là que les gouvernements mettent un maximum de moyens et de financement pour la recherche et la technologie, pour essayer de prendre de vitesse l'ennemi en ayant des machines et des systèmes armés plus puissants que les adversaires. Donc aujourd'hui encore, ça reste vrai, les situations de crise, de conflit, font beaucoup et très vite avancer les technologies. Donc ici, on a un ordinateur anglais qui s'appelait Colossus, c'était en 1943, et qui utilisait ces composants qui vous semblent peut-être un peu bizarres, qui sont des lampes électroniques. Donc c'est vraiment à partir de l'apparition de ce composant qu'on a vu apparaître le terme de électronique. Aujourd'hui, ce composant n'est plus utilisé, il était assez gros et consommait beaucoup d'énergie. Il a été remplacé, on va le voir tout à l'heure, par ce qu'on appelle le transistor électronique, qui faisait exactement la même fonction, mais beaucoup plus vite, beaucoup moins cher et en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc cette lampe électronique, on la retrouve aujourd'hui dans quelques applications très particulières, et entre autres dans des amplificateurs de guitare électrique. Donc ce composant a été utilisé il y a une cinquantaine d'années pour faire des amplificateurs pour guitare électrique, donc, et qui avaient des sons assez particuliers. Donc c'est la marque Marshall qui a vulgarisé cette technologie-là, et aujourd'hui, quelques amoureux du son des guitares électriques première génération continuent à utiliser des amplificateurs à lampe électronique comme celle-là pour la guitare électrique. À cette époque-là et sur ces machines-là, ces composants étaient utilisés comme des composants binaires, tout ou rien, qui permettaient de laisser passer une information ou de la bloquer, donc sous forme binaire, c'est-à-dire avec des 0 et des 1. Donc c'est de l'informatique numérique, comme on dit, hein.
Donc il y a eu 8 machines construites comme celle-là, et leur fonction était de décrypter les messages secrets envoyés par les Allemands à leurs troupes sur le terrain militaire. Et les Anglais interceptaient les messages et utilisaient cette machine pour décoder les messages et rechercher et comprendre quel était le code secret utilisé par les Allemands. Donc, à l'époque, le codage était très simple. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Le codage, il était réalisé avec ce type de machine. Vous voyez que ça ressemble étrangement à une machine à écrire mécanique. Là, il y a les touches, le clavier, avec toutes les lettres de l'alphabet. Et puis, ces câbles électriques permettaient de permuter les lettres entre elles. Par exemple, ici, le F que vous voyez ici était transformé grâce à cette connexion en un M. Donc les messages qui étaient écrits ici en langue anglaise, en clair, étaient transformés grâce à cette machine en un autre message toujours constitué de lettres, mais qui était incompréhensible parce que les lettres étaient permutées les unes avec les autres. Donc c'est grâce à cette machine que vous voyez derrière que les Anglais ont réussi à décoder le codage allemand et à comprendre quels étaient les messages envoyés pour pouvoir intervenir avant que les Allemands mènent à bien leur plan guerrier. Donc cette machine a permis de remporter certaines batailles pendant la guerre par le fait que les Anglais étaient au courant des échanges qui existaient entre les Allemands, ce qui a été déterminant à l'époque sur certaines batailles. Alors pour la petite histoire, dans les années 96, donc il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, il y a des ingénieurs américains qui se sont amusés à reconstruire cette machine Colossus telle qu'elle existait à l'époque. Il faut savoir en effet que juste après la guerre, les Anglais ont détruit l'ensemble de leur machine Colossus pour éviter qu'elle ne tombe aux mains accidentellement de l'ennemi. Même si la guerre était terminée, on se méfiait beaucoup de l'espionnage des Allemands et des troupes ennemies. Et donc les Anglais avaient préféré détruire leur machine pour que la technologie ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Donc certains ingénieurs, enfin 2 ingénieurs américains que vous voyez ici, se sont amusés en 1996 à refaire cette machine à l'identique. Voilà, c'est la fin de la première partie. Je vous invite à suivre la seconde vidéo qui va suivre et qui prolonge cette histoire pour arriver jusqu'à nos jours.